Cette édition, Adama Gaye sursoit à sa grève de la faim. Le journaliste activiste a été convaincu par ses avocats. Sa défense qui vient de faire appel de la décision du juge d'instruction de rejeter leur demande de liberté provisoire. Affaire de vol d'obus d'oxygène à l'hôpital régional de Thiès. Un brancardier et un chef de service en garde à vue. Notre focus du jour sur la foudre qui a déjà fait une dizaine de morts en 2 semaines. Les populations demandent à l'État de fournir à la protection civile les moyens nécessaires. Point de vue aujourd'hui sur les risques industriels et civils encourus par les Sénégalais et les moyens de les prévenir. Exemple, les risques liés au collecteur des eaux entre Fan et Anne ou sur le pipeline de la SAR, la Société africaine de raffinage. Dans ce journal, nous irons à la découverte des Sénégalais de Ganzou, essentiellement des commerçants qui y séjournent temporairement pour faire leurs emplettes, au risque de se faire arrêter en cas de dépassement de la durée du visa. Pour les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Les violences racistes en Afrique du Sud, les Sénégalais de l'extérieur condamnent et appellent à la mobilisation. Une marche pacifique est prévue cet après-midi à Dakar. La dépouille de Robert Mugabe en route pour le Zimbabwe. L'avion spécial qui a été affrété pour l'occasion est attendu dans l'après-midi à Harare. Un livre de condoléances ouvert ce matin à l'ambassade du Zimbabwe à Dakar. Et puis, la crise au Cameroun anglophone, Paul Biya annonce un grand dialogue national avant la fin du mois de septembre. Rendez-vous dans quelques minutes à Anna Rocha pour le développement de tous ces titres. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Les titres de l'actualité sportive. Suite des quarts de finale de la Coupe du monde de basket masculin en Chine. À la mi-temps, les États-Unis menés par la France avec 6 points d'écart, 39-45. Nous serons en direct avec Soracham qui suit le match en Chine. Football, le Zamalek attendu à Dakar à partir de 18h. Le club égyptien va affronter Génération Foot ce samedi pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Nous prendrons les nouvelles des Grenats. Rendez-vous est pris avec vous également pour le développement de ce menu. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. 3 jours après l'annonce de sa grève de la faim pour protester contre son maintien en détention et les conditions carcérales, le journaliste Adama Gaye sursoit à sa diète. Ses avocats qui en font l'annonce ont convaincu leurs clients après de longues tractations. La défense d'Adama Gaye a également introduit un recours contre la décision du juge d'instruction de rejeter leur demande de liberté provisoire. Sur cet appel et sur l'arrêt de la grève de la faim, voici Maître Seydou Diagne, l'un des avocats d'Adama Gaye. Notre client Adama Gaye, sur une demande persistante de ses avocats ce matin, a décidé de sursoir à la grève de la faim qu'il avait commencé depuis quelques jours. Donc nous l'avons convaincu de nous laisser exercer les voies de recours. C'est pourquoi ce matin, nous avons fait appel de la décision du juge d'instruction de déclarer irrecevable notre demande de liberté provisoire pour M. Adama Gaye. Je vous rappelle que le journaliste Adama Gaye a été arrêté à la fin du mois d'août et inculpé pour offense au chef de l'État suite à une série de publications sur les réseaux sociaux. Depuis lors, ses avocats ont déposé plusieurs demandes de liberté provisoire sans succès pour l'instant. À Thiès, c'est un brancardier et un chef de service de l'hôpital régional qui ont maille à partir avec la justice. Pour l'instant, ils ont été placés en garde à vue pour le vol présumé d'obus d'oxygène. Le gaz médical dérobé aurait été vendu à des structures sanitaires privées. L'affaire fait grand bruit à l'hôpital régional. À Thiès, la correspondance de Cheikh Anta Diop. Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès secoué par un scandale. Un brancardier en service à la médecine interne a été interpellé devant la porte de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les services de sécurité de l'établissement hospitalier. Il détenait de part devers lui des obus oxygène qui sont utilisés au niveau du bloc opératoire et du service de réanimation. Conduit à la police du 1er arrondissement de Thiès, il a cité certains responsables comme le chef du service de la maintenance et le chef du département froid de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès qui serait le cerveau de cette affaire. Le directeur de l'hôpital, Babacar Mané, a porté plainte et ils sont actuellement en garde à vue au commissariat du 1er arrondissement de Thiès. D'après certaines indiscrétions, les syndicalistes se font la pression pour qu'ils soient libérés. Les produits étaient écoulés au niveau de certaines structures sanitaires de la place. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. La foudre fait des ravages ces derniers jours. Une dizaine de morts en moins de 2 semaines déjà. La région de Dakar en a enregistré 6 en moins d'une semaine. Le point avec vous, Georges Déthié-Diop. Les chiffres commencent à faire froid dans le dos et le décombre macabre. Les victimes de la foudre, une dizaine en quelques jours. Lundi seulement, la foudre a tué 2 personnes à Tivavonpol, un ressortissant guinéen et un enfant de 8 ans. Le même jour, elle s'abat sur un employé de transport Amar en démembrement de NMA sur la route de Yarakh. La victime était un taulier. Soumbédioune a enregistré son lot de victimes le week-end dernier. La foudre a tué en mer 2 pêcheurs qui étaient dans leur pirogue. Un troisième a rendu l'âme à l'hôpital. Les régions de l'intérieur n'ont pas non plus été épargnées lors des fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Sinthiou-Bokarali dans le département de Goudiri. La foudre a tué 2 personnes, des femmes. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dernier. 2 jours avant, elle faisait une victime à Goudi, un village situé dans la commune de Keur-Momarsar. En juillet dernier, l'hivernage démarrait dans la région de Kolda par une victime. La foudre a tué un jeune sculpteur âgé de 25 ans à Saré aussi dans le département de Médina Yoro-Fula. Nous reviendrons au cours de ce journal sur certaines réactions des populations, notamment à Dakar, par rapport à ces morts causées par la foudre. En attendant, parlons du programme des bourses de sécurité sociale. Le paiement a repris ce mercredi après quelques mois d'arrêt. Une annonce du coordonnateur du dit programme, Pape Malik Ning, assure que toutes les bourses dues seront payées avant la fin de l'année, suivant la planification qui a déjà été faite. Il explique que l'arrêt des paiements était juste motivé par certains changements institutionnels et un travail de mise à jour qui devait être fait. Pape Malik Ning, coordonnateur du programme national des bourses de sécurité sociale, était l'invité de RFM Matin. Le paiement a effectivement repris. Ce qui s'est passé, c'est parce que tout simplement nous étions dans une phase d'appurement et de nettoyage des données. Il y a aussi cette phase de mise en place du budget, mais il n'y a pas eu d'arrêt du programme ou bien d'arrêt du paiement. Il s'agissait tout simplement d'appurement, de nettoyage de la base de données et de mise en place du budget. La planification a été faite de telle façon qu'on puisse l'apurer durant l'année. Donc on va l'étaler sur l'année 2019 et on ne va pas sortir de l'année budgétaire pour procéder au paiement. Donc c'est tout simplement ça, mais donc il y a une nouvelle planification qui va nous permettre d'apurer donc très rapidement le paiement donc des bourses de sécurité familiale durant l'année 2019. Les bénéficiaires vont recevoir la totalité de leur paiement qu'on leur doit chaque année. Donc les 4 trimestres, ils vont les recevoir effectivement dans l'année, mais suivant une planification qui sera bien définie et validée. Il s'agit d'un ciblage très démocratique, très participatif à la base. C'est ce qu'on appelle le ciblage communautaire. Parce que dans le cadre de ce programme-là, il y a 3 types de ciblage qui est utilisé. Et le plus important au Sénégal, suivant le modèle appliqué au Sénégal, c'est le ciblage communautaire. Il y a le comité de village, le comité de quartier ou bien le comité communal qui se réunit, qui fait ce qu'on appelle le pré-ciblage. Ensuite, il y a une enquête qui est effectuée par l'ANSD. Sur la base de cette enquête-là, un scoring, ce qu'on appelle le PIMT, Proximity Test, est appliqué. Et c'est ce Proximity Test-là qui donne les résultats finaux. In fine, heureusement que le Sénégal est parvenu à mettre en place un registre national unique qui est aujourd'hui crédible. 12h et bientôt 10 minutes. Parlons maintenant de ce débat, pour le moins enlevé, entre Souleymane Bachir Diagne et Boubacar Boris Diop sur la personnalité et l'héritage de Cheikh Anta Diop. Nous avons fait un tour à la faculté de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop. Chacun y va de son commentaire, mais la plupart se disent dépassés par ce débat de haut niveau. Amadou Sabarba. Au département de philosophie, c'est la prolongation du débat entre ces 2 intellectuels. Dans les couloirs, certains méconnaissent ces échanges fournis de Boris Diop et de Souleymane Bachir Diagne. Mais Jean-Rémy Colli, étudiant en Master 2 en philosophie, retient qu'une chose. La première chose que je peux en tirer, comme que c'est un débat d'idées, il faut que ce soit universel. Avant tout, qu'on mette de côté les états d'âme. C'est très important. Dans cette salle se trouvent des doctorants en philosophie. Chacun donne son avis, mais hors micro.
L'un d'eux estime que Boris Diop a manqué du respect au professeur Bachir Diagne sur l'utilisation du pronom tu dans ses écrits. Une autre pense que ce débat va permettre à l'opinion de connaître ces deux hommes de science. En sortant de la faculté, nous croisons Mamour Dramé. Cet enseignant vacataire, pro-Cheikh Anta, prend position et se range du côté de Boris Diop. C'est heureux de voir un débat à ce moment-ci. Comme l'avait bien dit Cheikh Anta Diop depuis très longtemps, aucun pays ne peut se développer sans ses langues nationales. Alors actuellement, c'est heureux que ce débat-là est actuel. Peut-être que ce sera une grosse occasion pour tout un chacun de se ressaisir et de voir beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair signifie qu'on ne pourra de toute façon se développer sur la base d'une langue étrangère. Universalisme de la science pour Souleymane Bachir Diagne, la science par le développement des sciences pour Boris Diop, un débat qui transcende le niveau des étudiants et même de certains universitaires. Je vous propose maintenant de nous rendre dans la 3e ville de Chine, Guangzhou, l'une des villes chinoises les plus prisées par les commerçants sénégalais. Un reportage découverte signé Sodetiam. Guangzhou est la capitale de la province de Guangdong qui est pratiquement le poumon économique de la Chine. C'est pourquoi on y retrouve beaucoup de nationalités qui y viennent pour booster leur business, surtout acheter de la marchandise, nous dit le consul général du Sénégal à Guangzhou, Mohamed El Bachir Diak. Guangzhou, c'est la 3e ville de Chine après Beijing et Shanghai. Pratiquement tous les commerçants sénégalais, les hommes d'affaires qui viennent ici en Chine pour acheter des produits viennent ici à Guangzhou. La Chine n'est pas un pays d'immigration et il est extrêmement difficile d'y séjourner, d'où quelques difficultés rencontrées par les Sénégalais qui y vivent. Généralement, les Sénégalais qui sont établis ici ont des visas temporaires de 3 mois, 6 mois, 1 an, avec multiples entrées. Le séjour, c'est 30 jours. C'est là où se trouve la grande difficulté des Sénégalais qui sont établis ici, parce qu'il faut sortir pour aller à Macao, pour aller à Malaisie, ou bien dans un autre pays en tout cas, renouveler le visa et revenir. Jusqu'à un passé récent, c'était facile avec Macao, mais de plus en plus, les autorités de Macao se disent que sur le plan touristique, ils n'ont rien à gagner. Donc, ils ont commencé à créer des difficultés. Donc, le principal problème des Sénégalais reste l'overstate, autrement dit, le temps de séjour dépassé, ce que les autorités chinoises ne prennent pas à la légère, nous dit le consul général. Et là, quand on te prend, il n'y a plus rien à faire. Quand ils te prennent, ils t'amènent dans un centre de détention, le temps de faire une enquête pour voir si durant ton séjour, tu n'as pas commis un délit, un crime ou quelque chose comme ça. S'ils trouvent que tu n'as rien fait, bon, ils te font payer une amende et tu achètes toi-même le billet et du centre de détention, ils t'amènent directement à l'aéroport. Ce qui explique le nombre réduit de Sénégalais qui résident à Guangzhou. Selon Mohamed El Bachir Diak, il faut noter entre 200 et 250 Sénégalais ici à Guangzhou. Mais par contre, il y a beaucoup d'étudiants en Chine, entre 400 et 450. Sodetiam, Chine, Guangzhou, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. Presque sans transition, les Sénégalais de l'extérieur condamnent les violences xénophobes en Afrique du Sud. La Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur est de retour. La FASER invite par ailleurs les organisations de défense des droits de l'homme à se mobiliser. Une manifestation pacifique est prévue aujourd'hui à 15h à la place de la Nation, ici à Dakar. Donc, Youssouf Mbeng est le président de cette fédération. Il est au téléphone avec Djouma Diouf. Nous, Africains, on doit penser à autre chose que de s'entretuer. Nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes civilisations. Nous sommes presque sur un même continent. Et les frontières, c'est dans les mentalités, mais les frontières n'existent pas. Puisque chaque frontière déchire une famille. Donc, c'est les colonialistes qui ont mis cette idée dans la mentalité des Africains. Donc, pour moi, l'Afrique doit aspirer à un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'aller vers l'unité, d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Et pour créer cette union, ça commence par les peuples dans leur diversité. Donc, je demande aux dirigeants africains d'intervenir sur cette situation afin que cela ne se répète plus. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y a la complicité des autorités sud-africaines, particulièrement de la police, puisque l'Afrique du Sud est un pays qui a une sécurité, qui a la police, qui a l'armée, et que cette situation a été bien alertée bien avant le jour. S'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires, il n'y aurait même pas eu de victimes. Donc ça, ce qui fait mal, c'est la complicité des autorités sud-africaines. Et raison pour laquelle je demande aux dirigeants africains de se prononcer et de demander à l'Afrique du Sud de gérer cette situation
afin que cela ne se répète plus. Et selon les estimations des autorités locales, environ 850 étrangers vivant à Johannesburg ont fui pour échapper à la colère des foules armées de pierres et de bâtons. Le dernier bilan de ces violences racistes fait état de 12 morts. Il y a eu plus de 600 arrestations et des dégâts matériels considérables, Souleymane. Restons dans la région. La dépouille de Robert Mugabe en route pour le Zimbabwe. Une délégation de sa famille et du gouvernement a quitté tôt ce mercredi matin Singapour avec son cercueil à bord d'un avion spécial. L'appareil est attendu dans l'après-midi sur le tarmac de l'aéroport de la capitale, Harare. La dépouille de l'ex-président va aussitôt être transportée dans son village pour une veillée funèbre. Les funérailles, elles, sont prévues le 15 septembre prochain. Ici à Dakar, je rappelle qu'un livre de condoléances est ouvert à l'ambassade du Zimbabwe jusqu'au vendredi. Au Cameroun, Paul Biya convoque un grand dialogue national. Des discussions autour de la crise anglophone qui secoue le pays depuis bientôt 2 ans. Lors d'une adresse à la nation, le président camerounais a annoncé que ce dialogue devrait se tenir avant la fin du mois de septembre. Cette crise a déjà fait 2000 morts. Oumou Kalsomli. L'idée n'est pas nouvelle en soi, tant elle a été suggérée de longs mois durant par divers acteurs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Paul Biya s'est insurgé contre l'analyse de la nature, même du conflit. La prolifération de ces initiatives s'est parfois malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses procédant de la propagande sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des anglophones, de la persécution de la minorité anglophone par la majorité francophone, du refus de dialogue par leur gouvernement au bénéfice d'une solution militaire à la crise ou encore des accusations ridicules de génocide. S'agissant du dialogue lui-même, la question s'est toujours posée de savoir avec qui. Les discussions devraient réunir toutes les composantes de la société, y compris les représentants de forces de défense et de sécurité ainsi que ceux des groupes armés et des victimes. C'est le Premier ministre Joseph John Ngouté, lui-même originaire du sud-ouest, comme l'a d'ailleurs bien souligné Paul Biya, qui présidera ce dialogue après avoir tenu des consultations. C'est un geste positif, mais encore faut-il que ce dialogue pose les vraies questions comme celle du fédéralisme, déclare Jean Somelou, secrétaire général du Front social-démocrate, l'un des partis d'opposition du pays. Et avant de fermer cette page internationale, un mot du Tchad où l'Assemblée nationale approuve la prorogation de l'état d'urgence. Elle va durer 4 mois selon le gouvernement. Cette prorogation va permettre de mettre fin à l'insécurité née des conflits intercommunautaires dans 3 provinces de l'Est et du Nord du Tchad. Mais pour l'opposition, l'état d'urgence ne changera rien à la situation. Information RFI Souleymane. Merci Anna Rocha, il est midi et 19 minutes. RFI Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Basketball masculin, suite des quarts de finale de la Coupe du Monde. À l'instant, le choc entre les États-Unis et la France et direction la Chine, où nous retrouvons Soda Cham. Bonjour Soda. Bonjour Youssouf Bodian, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Alors faites-nous le point, on joue la seconde période dans ce match. Oui, actuellement, notez que les États-Unis ont pris les devants tout à l'heure, 63 à 62 face à la France. Mais Youssouf Bodian, il faut quand même noter les 2 prestations donc, des 2 joueurs de Utah Jazz. Du côté des Américains, nous avons Donovan Mitchell qui est déjà à 26 points. Et du côté de la France, nous avons Rudy Gobert qui est à 17 points. En tout cas, on assiste à une très bonne rencontre entre ces 2 équipes. Juste là aussi, il nous reste 1 minute et quelques secondes à jouer et nous sommes à 63 à Youssouf Bodian. Et la France qui avait mené à la mi-temps, c'est ça? Yes, la France qui avait mené à la mi-temps 45 à 39. La France était devant depuis le deuxième quart-temps, à 5 minutes de la fin du deuxième quart-temps. La France était devant, mais tout à l'heure, les États-Unis donc, ont rattrapé les Français à 1 minute à 40 secondes du troisième quart-temps. Et là, c'est
ce sont les États-Unis, les Américains qui sont devant encore Youssouf Bodian, 66 à 63. Voilà, le comeback donc des Américains, Souleymane, dans ce match. On note que le vainqueur de ce quart de finale, France-États-Unis, va affronter l'Argentine. Ensuite, à 13h, il y aura Australie-République tchèque. Le vainqueur joue l'Espagne. Football, second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Génération Foot se prépare à accueillir le Zamalek. Le match aller est prévu ce samedi à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Les dernières nouvelles des Grenats avec le directeur de la communication de Génération Foot, Talla Fall, que je vous propose de suivre. Pour le moment, le coach dispose de tout son effectif, à part peut-être Jean-Louis qui pourrait ne pas jouer parce qu'il devait normalement partir. Mais pour le moment, il n'y a aucun blessé, tout se passe bien, on touche du bois. L'équipe est en pleine préparation et pour ça, je pense qu'on a confiance en ce que l'entraîneur et le staff font pour le moment. Et Dieu merci, donc pour le moment, ça se passe très bien. Espérons que ce sera un bon match, on se fera plaisir et on essaiera de gagner le plus largement possible pour pouvoir au moins préserver nos chances de qualification. C'est vrai que parmi les joueurs dont on dispose aujourd'hui à Génération Foot, il y en a au moins 5 ou 6 même, je dirais, qui sont de Thiès, sans compter l'entraîneur Dibifal. Donc pour le premier match qu'on a eu à jouer contre les Libériens, on a eu vraiment le soutien de toute la population thiessoise. Et donc je réitère mon appel pour leur demander de venir encore soutenir Génération Foot, qui va jouer au samedi sa qualification pour les phases de poule. Tout le staff thiessois qui est sur place a eu à faire la démarche pour aller voir toutes les ASC, pour les pousser à venir davantage soutenir Génération Foot sur ce match-là. Et je pense que les Thiessois, étant des férus de football, seront présents sur ce rendez-vous-là à Thiès, Inch'Allah. On nous signale que l'entrée sera gratuite donc samedi prochain. Le Zamalek d'Égypte, adversaire de Génération Foot, attendu à Dakar à partir de 18h. Le Zamalek qui a d'ailleurs remporté dimanche dernier la Coupe d'Égypte pour la 27e fois de son histoire. Il s'est imposé face à l'équipe des Pyramides par 3-0. Parlons à présent de la CAN des moins de 23 ans. On connaît les 8 sélections qualifiées. Les éliminatoires ont été clôturés hier soir. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée aux dépens de la Guinée. La Guinée, tombeur du Sénégal au tour précédent. 2-1 pour les éléphants qui seront donc à la CAN des moins de 23 ans en compagnie de 7 autres sélections. Il s'agit de l'Égypte, pays organisateur, le Mali qui a réussi à sortir le Maroc, le Cameroun qui a éliminé la Tunisie, le Ghana qui s'est qualifié aux dépens de l'Algérie, le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud. La CAN des moins de 23 ans va se jouer du 8 au 22 novembre prochain. Ça va se jouer en Égypte. Les 3 premiers à l'issue de cette compétition vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques Japon 2020. Youssouf Bodian, merci. C'est Pape Bessidiba qui a lu la presse pour nous et qui en fait le commentaire. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, suite et pas fin du débat autour du voile à Sainte-Jeanne d'Arc. Sud Quotidien parle à sa une du voile de la discorde. Pour enquête dans cette affaire, les positions se sont de plus en plus tranchées. Une de ces positions d'ailleurs qui ne souffre d'aucune ambiguïté est celle exprimée par le khalife général des Tidianes. Elle fait même la une de Vox Pop. Que ces écoles qui posent ces genres d'actes soient fermées. Le khalife des Tidianes sort de ses gants, note les Échos qui rapportent cette phrase de Serigne Mbaye Sy Mansour: refuser qu'il y ait des lois dans des lois qui existent déjà dans ce pays. Cette fermeté dans une autre époque lui avait valu le surnom de allemand que rappelle Source A. Allemand comme on l'aime, écrit le journal. Comme on le voit donc, la polémique est loin de désenfler. Pour sucré salé dans le journal Le Quotidien, on se retrouve dans un débat sans fin et qui devient à la limite flou. Le confrère estime qu'il est temps que l'État, garant de notre vie en société à travers ses différents démembrements, siffle la fin de la récré. L'État, par le biais du ministre de l'Éducation, agit pendant ce temps. Et mais pour l'AS, Mamadou Talla agit dans la discrétion. C'est dans ce sens, écrit le confrère, que s'inscrit la rencontre tenue hier avec les responsables de l'établissement. Les deux parties doivent d'ailleurs se revoir aujourd'hui. Une rencontre de la dernière chance, selon l'AS, ce journal avec qui nous restons pour parler du désaveu de l'ARMP à l'ONAS à propos du marché relatif à la dépollution de la baie de Hann. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, d'après le journal, a été sommé
estimé par le comité de règlement des différends d'annuler l'attribution provisoire du marché, lequel avait déjà été attribué à l'entreprise Ludwig Piffer. Mais cette dernière n'aurait pas les capacités financières d'après sa concurrente, le groupement Construction Dondi SPA. L'État a chaud aux caisses, tension de trésorerie, hausse des prix, déficit bloqué. Ça fleure bon l'ajustement, indique Walf Quotidien, pour qui, malgré l'évidence, le pouvoir se permet de prendre quelques fantaisies avec la réalité. Les inondations et l'effroyable calvaire des sinistrés de Rufisque et de la banlieue dakaroise. Rufisque, la Venise des galères, indique l'Observateur. Les routes et habitations submergées alors que l'APEX se défausse sur les populations politiques avec ce que Source A qualifie de légende d'Abdoul Mbaye. L'ancien Premier ministre, indique le journal, a ameuté le peuple en affirmant que le décret renouvelant le mandat de Pape Oumar Sarr, président du Conseil constitutionnel, demeure à ce jour introuvable. Or, Source A, qui a fouillé, a retrouvé le décret en question. En clair, pour mon confrère, Abdoul Mbaye n'est pas à son premier coup d'essai en termes de fausses infos. Source A de rappeler qu'il avait annoncé la mort imaginaire d'une personne lors des manifestations contre le parrainage, avant de revenir dire qu'il a été piégé. Adama Gaye, lui, n'a pas été piégé, mais il croupit au milieu des rats et des cafards, note l'Observateur, selon qui le journaliste en détention poursuit sa grève de la faim. Et cette information du journal Les Échos, les autorités veulent que Adama Gaye présente ses excuses. Les Échos qui s'entretient d'ailleurs avec le chef de mission du Sénégal à la CAN 2019. Il s'agit de Sersek qui est sans complaisance dans le journal. Morceau choisi, l'équipe a voyagé dans des conditions assez difficiles pour rallier Alicante. Nous avons mis 3 jours pour récupérer tous nos bagages. Et rapport pour rapport, Record nous parle de ce que dit le rapport d'Aliou Cissé. Et pour le quotidien sportif du groupe Futur Média, la rédaction de son rapport à la dernière CAN a pris plus de temps que prévu. Le sélectionneur, note le confrère, n'a rien occulté. Il a individuellement parlé de ses joueurs et s'est expliqué sur la défaite face à l'Algérie. Bonne lecture à toutes et à tous. Bienvenue dans Point de vue. Aujourd'hui, nous parlons des risques industriels et civils encourus par les Sénégalais et les moyens de les prévenir, ceci à la lumière de l'effondrement d'une partie du collecteur Fan Anne. Il y a quelques heures, d'ailleurs, le ministre de tutelle est attendu sur place aujourd'hui. Il y a d'autres risques liés notamment aux maisons qui sont construites sur le pipeline de la SAR et bien d'autres risques. Nous en parlons aujourd'hui avec Mamadou Berté, architecte. Bonjour, M. Berté. Bonjour. Et avec Amadou Latir Ndour, spécialiste et consultant en sécurité. Bonjour, M. Ndour. Bonjour. D'abord, une question à vous, M. Ndour. C'est pas exagéré de dire que Dakar et d'autres parties du Sénégal sont assises sur une bombe à retardement. Comment en est-on arrivé là, notamment en ce qui concerne Dakar, avec la construction de maisons sur un collecteur et sur un pipeline, entre autres risques encourus? Bonjour aux auditeurs de RFM. En fait, vous avez parfaitement raison de dire que Dakar est assis sur une bombe, en fait, parce que moi, je crois qu'il n'y a pas eu un respect, justement, il n'y a pas de respect de l'application du plan directeur d'urbanisme. Parce que je crois qu'à ce niveau, on ne devait pas autoriser, je ne sais pas si on a autorisé ou pas, mais on ne devait pas autoriser, justement, que les habitants, que les gens se puissent vraiment construire à ce niveau du tuyau. Monsieur Berté, même question à vous. Comment peut-on s'expliquer cette tolérance et même cette appétence pour le risque des populations, mais surtout des autorités qui autorisent ces populations à construire sur des infrastructures réputées dangereuses? Écoutez, vous me posez là une question extrêmement compliquée, c'est la question à 1 milliard. Comment peut-on expliquer l'inexplicable?
Regardez d'abord Dakar. Je pense que l'expert aurait dû en parler. Vous regardez Dakar. Si vous faites le plan de sécurité de Dakar, vous ne résiderez pas à Dakar. Il y a des circuits de transport, de produits. Il y a des zones inflammables. Il y a des zones dans lesquelles on a construit sur des pipelines de gaz, etc. Et même de nouveaux chantiers sur des pipelines de gaz. Moi, c'est ahurissant. Tous ces réseaux enterrés, le pipeline de la SAR, mais aussi ces sites de stockage de produits réputés dangereux, explosifs. Ben, écoutez, selon les normes, il n'y a pas que les normes urbanistiques, c'est les normes de sécurité, de protection civile tout court. On ne peut pas construire dans ces zones. Si j'ai bonne mémoire, le préfet Sarro, en exercice, avait fait une tournée avec tous les différents services techniques pour pointer du doigt les zones sensibles. La zone dont vous parlez tout à l'heure a été indexée, le long des lignes de haute tension, etc. Et on n'en parle que quand il y a sinistre. Quand il y a sinistre, il n'y a plus de prévention. On ne parle pas de risque, on parle de sinistre. Et une fois qu'on parle de sinistre, il faut régler le sinistre et puis éviter qu'il se répète. Malheureusement, nous ne tirons de leçons de rien du tout. Et c'est ce qui fait que, parfois, pour moi, il n'y a pas d'explication à cela. D'ailleurs, nous reparlerons tout à l'heure de la capacité de notre État, de notre gouvernement, à faire face à d'éventuels sinistres. Personne ne le souhaite, mais évidemment, gérer, c'est prévoir. Est-ce qu'on est bien préparé et outillé pour faire face à d'éventuels sinistres? On en reparlera tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais revenir à Amadou Latir Ndour, notre spécialiste et consultant en sécurité. M. Berthet évoquait tout à l'heure la cartographie. J'ajouterai la typologie des risques qu'il y a au Sénégal. Comment vous nous décririez les risques qu'il y a dans la capitale sénégalaise et bien au-delà, dans d'autres villes du Sénégal? Bien sûr qu'il y a les risques sont multiples, multiformes et les gens n'en ignorent pas. Le problème, c'est comme il a dit. Pourquoi les gens sont souvent tentés au risque. Mais tout cela, je crois bien qu'il y a la grande part de responsabilité au niveau de l'État. Parce que là, comme j'ai dit, si on suit le plan directeur urbanisme, il y a au moins des zones interdites. Et justement, le paradoxe, c'est que à Dakar, c'est au niveau de ces zones interdites où les gens, vraiment les habitations affluent. Vous ne pouvez pas comprendre que les gens, l'État soit au courant de ce danger potentiel qui peut exploser à n'importe quel moment. Les populations eux-mêmes sont au courant et savent le risque qu'il encourt et qui reste. Donc moi je dis que, comme il a dit souvent mon ami Berthet, mais c'est quand ça explose, les gens ne vont jamais en amont du risque. Et c'est ça maintenant le drame dans tout ça. En termes de protection civile, qu'est-ce qu'on fait? On vient à la rescousse, mais on n'est jamais, très rarement, on est en amont de ces risques. Et ce qui fait que si on avait justement cette démarche, on aurait que toutes ces zones seraient classées zones interdites et personne n'aurait songé à habiter dans ces zones-là. Alors, avec Mamadou Berthet, essayons d'être très spécifiques. Comme disait l'autre, le philosophe, l'État se caractérise par sa vacuité ontologique. L'État, c'est tout le monde et c'est personne en même temps. Et précisément, qui porte la responsabilité de toutes ces autorisations qui sont accordées pour construire sur des sites, des zones non aedificantes dites par définition? Et nous sommes tous tributaires de la puissance publique. La puissance publique, c'est l'État qui l'incarne. Et c'est l'État qui doit régenter, qui doit discipliner, qui doit sanctionner et qui doit prendre les mesures de sauvegarde en cas de pépin. Excusez l'expression. Voilà. On ne tourne pas autour. Il y a une responsabilité totalement engagée de l'État qui est la puissance publique. C'est à elle d'assurer la sécurité de la population envers et contre tout. C'est clair. S'il y a un problème, c'est l'État. Si on est en danger par rapport à l'extérieur, c'est nos forces de défense et de sécurité qui agissent. Si c'est à l'intérieur, c'est la protection civile. Et c'est dans les autres démembrements. C'est clair, les choses sont très claires dans un État. Les rôles et les fonctions et les responsabilités sont extrêmement clairement définis. Mais qui détermine dans le domaine de l'occupation de l'espace. C'est là où je vais en arriver. Il y a un plan directeur qui définit les zones habitables et les zones non habitables. Il se trouve que depuis l'an 2000, l'approbation des plans directeurs ne se fait pas correctement. Il se trouve que depuis l'an 2000,
des lotissements même administratifs se font en dehors de l'urbanisme. Ils se font dans d'autres directions, notamment la direction des domaines et du cadastre, etc. Il y a des lotissements privés qui se font et qui s'adaptent, qui sont autorisés dans des zones où on ne devrait pas construire pour différentes raisons. L'autre jour, j'ai expliqué que quand on dit non aedificandi, c'est par rapport à un problème au minimum. Ce problème, tant qu'il n'est pas réglé, ça ne peut pas être une zone habitable. Or, on tord le cou au texte, on force, soi-disant que, etc. Puis après, il y a des habitations. Quand il y a des habitations qui ont un sinistre, on crie au scandale. Mais non, c'est avant ça qu'il faut poser le problème. Or, si on applique les textes avec leur rigueur minimale, je vous assure, tous ces problèmes-là, on ne les connaîtrait pas. Aujourd'hui, on parle de certaines zones qu'on connaît, mais il y en a d'autres au niveau du centre-ville. Moi, j'ai même peur quand je passe par là, mais il y a tous ces problèmes. Il y a des quartiers où moi, je n'oserais pas habiter. Ouais, mais tout ça, c'est connu des experts, des spécialistes et des services compétents. Malheureusement, personne ne sait vite, sauf quand il y a un accident. On dit oui, il y a sinistre, il y a cela, il faut courir. Non. Alors, parlons du niveau de sensibilité, de sensibilisation et de responsabilité des populations. Et je voudrais aborder cette question avec Amadou Latir Ndour. Est-ce que d'abord les populations sont sensibilisées, conscientes des risques qu'elles encourent en habitant dans telle ou telle zone de Dakar ou des régions? Moi, je pense que la sensibilisation n'a pas été faite. Parce que je pense que si l'État en question sensibilise ces populations, je crois qu'il... D'ailleurs, la démarche voudrait que quand on sensibilise et qu'on est conscient du danger, on devrait normalement prendre des mesures. Donc moi, je pense que de bouche à oreille, peut-être les gens en discutent. Et justement, dans les bureaux ou quelque part, ils discutent du danger qu'encourent les gens qui habitent dans certaines zones interdites. Mais moi, je pense que de façon officielle, il n'y a pas une sensibilisation qui puisse permettre de conscientiser les gens du danger qu'ils encourent. Moi, je crois que là, il y a un problème de sensibilisation, de conscientisation à la limite des dangers qui peuvent arriver. Aujourd'hui, si une personne est consciente d'avoir bâti sa maison sur un tuyau qui peut s'affaisser d'un moment à l'autre, moi je pense que si le nécessaire était fait, il n'aurait pas attendu qu'une catastrophe arrive. Ben justement, là-dessus, Mamadou Berté, vous avez travaillé et je pense que vous continuez à travailler avec la ville de Dakar où j'ai eu le plaisir de vous côtoyer. Vous le savez bien, sur le collecteur Fan Anne, les populations, notamment au niveau des HLM, en tout cas celles qui sont concernées, savent bien qu'elles courent un danger très très élevé. Et dans d'autres quartiers de Dakar, on sait que les gens ont empiété sur la voie publique, mais exprès, en faisant avancer leurs murs sur la voie publique où il y a des réseaux enterrés. Est-ce qu'on peut parler de simple ignorance? Parfois, ce sont les populations qui sont responsables en partie de la situation, n'est-ce pas? Je regrette, mais le problème, il est beaucoup plus profond. Je ne sais pas s'il faut convoquer les sociologues, les anthropologues ou les psychanalystes, parce que c'est notre rapport au danger qui est en cause là. Notre rapport au danger imminent, au danger que nous connaissons, qui est identifié, qui a fait ses preuves qu'on a vécues. C'est ce rapport-là que l'on convoque quand on pose ce genre de questions. On est presque suicidaire, effectivement. C'est du fatalisme plutôt. Et on est là, on dit oui, il y a le Yana, mais il se tourne comme on dit. Malheureusement, et tout reste là. Le reste maintenant, c'est la notion de masse là qui fait que bon, parfois on dit non, bon, etc., etc. Quelqu'un est dans l'irrégularité, il réclame un autre endroit où il va être régularisé alors qu'il est irrégulier. Résultat, on s'embourbe de faux problèmes qui créent des pesanteurs et finalement, on ne peut même pas régler le problème qui se pose. Et c'est ça la question en fait. Finalement, qu'est-ce qu'il faut convoquer? Il y a la mentalité, il y a la psychologie, il y a aussi l'environnement culturel dans lequel nous baignons. Et, ma foi, on ne peut pas...
C'est ce qui se relie ailleurs d'ailleurs, quand on pose les problèmes d'hygiène, les problèmes de sécurité sur la voie publique, les comportements des individus. Mais tout cela, c'est à ce niveau qu'il faut convoquer les choses. Comment nous pratiquons l'urbain? L'urbain est codifié, l'urbain est régenté, l'urbain est réglementé, mais nous n'en avons que faire, excusez l'expression. C'est ce qui fait que, ma foi, on est là, dans un magma. Je nous préserve de tout cela, mais enfin, voilà. Amen. Merci à vous, Mamadou Berté. Je rappelle que vous êtes architecte. Dernière question à Amadou Latir Ndour. Je l'évoquais tout à l'heure, le niveau de préparation de notre État, de notre gouvernement, de notre pays par rapport à des risques, à des sinistres potentiels. Est-ce qu'on est préparé pour faire face à des calamités, qu'elles soient naturelles ou causées par la main de l'homme? Bon, je dirais pas non, mais parce que moi, le plan Orsec que je connais, c'est un plan qui est là, conçu, et il ne s'est pas préparé justement et entraîné pour être exécuté. Mais moi, je me dis que la pertinence de ce plan serait que voilà, qu'on puisse le faire de façon régulière, de façon diversifiée, et qu'on puisse vraiment préparer les populations, parce que, comme l'a dit M. Berthet tout à l'heure, il y a le facteur culturel. Les gens se disent que ça ne va jamais arriver. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi nous, on ne travaille jamais en amont. C'est-à-dire nous avons une culture de sécurité réactive. Et justement, quand on réagit au risque, là, on ne parle plus de sécurité au fait. Donc, moi, ce que je dis et que je rappelle, c'est que la sécurité des populations est l'une des missions régaliennes de l'État. Et j'en reviens à l'État. D'après le code de l'urbanisme, de la construction, c'est l'État qui doit gérer tout ça. Créer ces zones interdites, veiller à ce que personne n'y habite. Quand vous avez un lopin de terrain, que vous limitiez à ce lopin, mais ce qui se passe, c'est de l'anarchie à la limite. Donc moi, je crois que au-delà de faire fi de notre sécurité, nous, populations, il y a l'État qui est là, qui a cette mission régalienne de faire suivre cet aspect. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à Point de vue qui s'intéressait aujourd'hui aux risques industriels et civils à la lumière de l'effondrement d'une partie du collecteur Fan Anne il y a quelques heures ici à Dakar. Avant de nous quitter, un rappel du principal titre de ce journal avec un dernier développement là-dessus. Ce titre, c'était Adama Gaye qui sursoit à sa grève de la faim. Le journaliste activiste a été convaincu par ses avocats que vous avez entendus dans ce journal. Sa défense qui vient de faire appel de la décision du juge d'instruction de rejeter leur demande de liberté provisoire. Et puis ces précisions de l'administration pénitentiaire dans un communiqué. Adama Gaye, dit l'administration pénitentiaire, s'alimente correctement depuis le mardi 10 septembre et se porte très bien. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer.